Le secteur du luxe européen perd plus de 15% depuis janvier. Et pourtant, une maison italienne publie une croissance de 14% au premier trimestre, dépassant ce que le marché anticipait. Ces deux réalités coexistent au même moment, sur les mêmes marchés. C'est cette contradiction qui mérite d'être examinée de près. Brunello Cucinelli affiche 369 millions d'euros de ventes au T1 2026. Le consensus tablait sur 361 millions. La croissance en Asie atteint 17,8% et les Amériques bondissent de 23%. Les analystes de Jefferies qualifient la publication d'impressionnante. Dans un secteur supposément paralysé par le ralentissement chinois, ces chiffres semblent venir d'une autre planète. Mais voilà ce qui complique la lecture. La direction de Brunello Cucinelli ne relève pas ses objectifs annuels. Elle maintient une cible de croissance de 10% à taux constant. Une maison qui surperforme au T1 et qui refuse de revoir ses ambitions à la hausse. Ce signal de prudence vaut autant que les chiffres eux-mêmes. Le marché du luxe n'est pas monolithique. C'est l'enseignement central de ce début d'année. Il existe désormais une ligne de fracture visible entre deux catégories de maisons. D'un côté, les acteurs positionnés sur l'ultra-premium, des prix de départ à 5 chiffres. Une clientèle dont la fortune est structurellement déconnectée des cycles économiques. De l'autre, les groupes diversifiés, qui s'adressent à une clientèle aspirationnelle, plus sensible à la conjoncture, au taux de change et à la confiance des ménages chinois. Hermès incarne la première catégorie avec une clarté presque didactique. Son chiffre d'affaires 2025 a progressé de 5% pour atteindre 16 milliards d'euros. La maroquinerie sellerie seule pèse 7 milliards, avec une croissance de 9,5%. Dans ce contexte de tensions géopolitiques, Hermès inaugure un flagship à Pékin et ouvre sa 25e maroquinerie française à Loupes, en Gironde. Ce n'est pas de la bravade, c'est une stratégie d'investissement dans la rareté. En formant ses propres artisans maroquiniers, gratuitement et sans prérequis, Hermès construit une barrière à l'entrée, que nul concurrent ne peut reproduire en quelques trimestres. Kering occupe une position structurellement différente. L'action passe sous ses moyennes mobiles clés, à une semaine de la publication du T1. TD Cowen maintient une opinion neutre tout en relevant son objectif à 300 €, un signal ambigu. Et Goldman Sachs réduit son objectif sur EssilorLuxottica de 350 à 265 €, tout en conservant un avis d'achat. Ces révisions à la baisse d'objectifs, couplées à des maintiens de recommandations positives, reflètent une incertitude que les analystes peinent eux-mêmes à résoudre. Ce qui est souvent négligé dans l'analyse de Kering, Unicredit finance à hauteur de 729 millions d'euros, une coentreprise entre la famille Altani et Kering. Cette opération n'est pas anodine. Elle signale qu'une recapitalisation partielle par des investisseurs stratégiques du Golfe est en cours, un mécanisme de soutien qui ne transparaît pas dans les multiples boursiers, mais qui modifie, l'équation de risque. Le consensus dominant attribue la correction du secteur au ralentissement de la consommation chinoise. C'est partiellement juste. Mais cette lecture est incomplète, et elle masque une dynamique plus nuancée. Le secteur du duty-free asiatique résiste mieux que prévu, selon les données de terrain. La consommation de luxe des Asiatiques reste soutenue. Ce n'est pas une disparition de la demande, c'est une redistribution. Les consommateurs chinois voyagent davantage, achètent à Séoul, à Tokyo, à Singapour, plutôt qu'en Chine continentale. La taxe sur la consommation intérieure et les pressions symboliques autour de l'affichage de la richesse ont réorienté les flux, sans les tarir. En parallèle, l'ouverture d'un flagship Hermès à Pékin, dans ce contexte, envoie un signal sur la lecture que fait la Maison de la Chine à moyen terme. Ce n'est pas un pari à court terme, sur une reprise immédiate. C'est une affirmation que la clientèle ultra-aisée chinoise reste structurellement présente, quelle que soit la conjoncture macro. La filiale marocaine de LVMH placée en redressement judiciaire illustre, à l'inverse, les pressions qui s'exercent sur les marchés émergents périphériques. Ce n'est pas un indicateur systémique pour le groupe, mais c'est un signal que la rationalisation du réseau de distribution mondiale est en cours. Les marchés où les marges sont structurellement faibles seront sacrifiés pour préserver la rentabilité des zones stratégiques. LVMH publie ses ventes du premier trimestre ce lundi soir, Hermès mercredi. Ces deux publications constitueront, épreuve de vérité pour l'ensemble du secteur. Si LVMH confirme une pression sur ses divisions mode et maroquinerie, sans effondrement de la division vin et spiritueux, le marché interprétera probablement cela comme une correction cyclique gérable. Les multiples actuels, après une baisse de 15% de l'indice, incorporent déjà une partie de cette déception potentielle. Si Hermès publie une croissance au-dessus de 10% au T1, la fracture entre ultra-premium et reste du secteur sera officiellement documentée par les chiffres.
Cela contraindra les allocataires à opérer une distinction fine au sein d'un secteur qu'ils traitent encore trop souvent comme un bloc homogène. Le scénario défavorable n'est pas une aggravation du ralentissement chinois. Il est déjà intégré. Le vrai risque est une déception aux États-Unis. Les Amériques sont devenues le moteur de croissance de remplacement. Si la consommation américaine des ultra-riches marque le pas sous l'effet des incertitudes commerciales liées aux droits de douane, le refuge que représente ce segment disparaît temporairement. Brunello Cucinelli a affiché 20% de croissance sur ce marché, une base de comparaison qui deviendra exigeante dans 6 mois. Le scénario favorable, lui, tient à une condition précise. Que la redistribution des flux de consommation asiatique vers les zones duty-free régionales se stabilise, et que les marques capables de suivre ces flux, logistiquement et commercialement, en capturent la valeur. Hermès, avec son réseau de distribution maîtrisé, est structurellement mieux positionné que Kering pour opérer cette transition. L'entrée de BYD sur le segment du luxe avec sa marque Denza à partir de 115 000 € mérite une mention distincte. Ce n'est pas une menace directe pour les maisons de mode. Mais c'est un signal que la définition même du luxe est contestée par des acteurs non européens, et que l'argument d'autorité culturelle des marques françaises devra être réaffirmé activement plutôt que supposé acquis. BYD a vendu 4,6 millions de véhicules en 2025, malgré une chute de 19% de son bénéfice. La capacité d'investir dans l'image à perte, temporairement, reste une réalité stratégique pour ce type d'acteurs. L'indice sectoriel a perdu plus de 15% depuis le début de l'année. L'histoire habituelle serait de conclure à une correction uniforme. Ce qui se dessine est différent. Une recomposition, où les maisons qui contrôlent leur chaîne de production, leur distribution et leur clientèle sortent structurellement renforcées, tandis que celles dont le positionnement reste intermédiaire subissent la pression des deux côtés.